Je rappelle simplement le plan du cours. Alors, il y a un petit changement parce que, comme d'habitude, et malgré le fait que je donne des cours depuis fort longtemps, pas seulement au Collège de France, mais non, je n'arrive jamais à savoir exactement le temps qu'il me faudra. Donc, j'avais pris pas mal de retard, puisque dans ce que je pensais faire le 2 novembre, je n'ai pas encore touché biais de sexe et auto-immunité, ce qui fait que la partie qui était prévue pour le 9 novembre, en deuxième partie, d'actualité récente en génétique de l'autisme et du retard mental, j'y ferai une toute petite allusion, puisque je vais parler d'autisme et de biais de sexe, mais probablement ça sera peut-être pour le mois de mars, où je referai un cours là-dessus. Et donc, je vous rappelle, parce qu'on va réutiliser ce modèle de souris tout à fait intéressant aussi dans les aspects liés à l'auto-immunité. Je vais parler d'un article relativement récent qui utilise ce modèle. Donc, comme je vous l'avais dit, la détermination vers le sexe masculin est initiée par un gène qui est sur le chromosome Y et qui s'appelle le gène SRY. Et quand le gène SRY est présent, il va orienter vers la différenciation sexuelle d'abord des gonades vers des gonades mâles. Ces gonades vont produire de la testostérone et donc vont produire le phénotype masculin. Donc c'est vraiment SRY qui est le commutateur. S'il n'y a pas d'SRY, on va vers un développement femelle. Et on avait montré, par des études chez la souris et même d'ailleurs chez l'homme, que éventuellement le gène SRY n'avait absolument besoin d'être sur le chromosome Y. Il fallait qu'il soit là, mais s'il était autre part que sur le chromosome Y, il fonctionnait quand même. Et donc ce modèle de souris, c'est des modèles où vous avez des souris qui n'ont pas d'SRY, qu'elles soient XX, souris femelles, et ça c'est normal qu'elles n'aient pas d'SRY, ou qu'elles soient XY, mais où on a délété, par manipulation génétique, le gène SRY. Donc il y a un seul chromosome X, il y a un chromosome Y, sauf un petit bout de ce chromosome qui contient le gène SRY. Donc ça, c'est des souris femelles. Et puis, vous avez des souris mâles qui peuvent être soit avec 2X, parce qu'elles sont sur un fond où le gène SRY est présent sur des autosomes, donc elle a 2X, mais le SRY est là, donc il y a une différenciation mâle, ou une souris mâle XY avec SRY. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui permet de différencier entre l'effet du sexe phénotypique et l'effet des chromosomes. Et donc, comme je vous avais parlé de ce papier, ça avait permis à l'équipe de Richard Festenstein, qui sera d'ailleurs un des conférenciers le 23, de montrer qu'il y a un certain nombre de gènes qui sont régulés par le fait d'avoir 2X ou un X et un Y, et pas indépendamment du fait d'avoir un développement sexuel mâle ou femelle. Donc ceci, je vous l'avais raconté, il y avait effectivement un certain nombre de gènes, dont 370 gènes qui étaient en commun dans les différences entre soit des femelles avec 2X versus un X, ou des mâles avec 2X versus un X. Alors, simplement, pour vous illustrer, ces modèles de souris donc, où on peut discriminer entre l'effet du sexe phénotypique et du complément chromosomique ont été utilisés dans d'autres investigations. Par exemple, ici, je montre simplement rapidement un article qui est paru dans une très bonne revue de neurosciences, The Journal of Neuroscience,
en 2006, où il montre de la même manière que le type de chromosome sexuel et le sexe gonadique influencent le comportement agressif et le comportement parental. Comme vous savez, évidemment, une maman souris doit absolument s'occuper de ses enfants, alors que le père souris, comme c'est malheureusement encore trop souvent le cas dans les populations humaines, se sent moins concerné, ou même pas du tout. Il montre dans cet article, donc, qui utilise ce modèle où on peut séparer l'effet du sexe gonadique du sexe complément, il montre que certains des effets peuvent être attribués, ou en tout cas sont modulés, par le nombre de chromosomes sexuels et pas seulement par le fait qu'on ait des testicules versus ovaires. Et dans une revue également de Richard Festenstein, il se pose donc la question quelles sont les explications moléculaires possibles à ces effets de régulation de l'expression génique par les chromosomes sexuels, et donc par le fait qu'il y ait ou pas un chromosome Y ou qu'il y ait ou pas 2X versus 1X. Et je reviendrai sur certains de ces aspects. L'un, c'est que peut-être sur le Y, il n'y a pas que le gène SRY avec pour fonction la détermination du sexe masculin, ou on sait aussi, en tout cas chez l'homme, je sais pas, chez la souris je connais moins, mais chez l'homme il y a des gènes sur le chromosome Y qui sont impliqués dans la spermatogénèse, mais qu'il pourrait y avoir peut-être des fonctions dans ces gènes du chromosome Y qui sont hors des fonctions dans des cellules somatiques, par exemple dans le cerveau, je montrerai un exemple, et qui sont donc indépendantes de l'effet sur le sexe, de l'effet sur la détermination du sexe. L'autre, c'est quelque chose déjà dont j'avais parlé, c'est la possibilité qu'il y a peut-être une empreinte génétique sur le chromosome X paternel qui ferait qu'on n'exprime pas tout à fait de la même manière les gènes selon qu'on est un homme XY qui a reçu uniquement un X de sa mère, ou selon qu'on est une femme qui a reçu à la fois un X du père et un X de la mère, bien qu'elle inactive, en principe au hasard, l'un ou l'autre. Mais il reste cette différence. D'autre part, et ça j'en avais déjà parlé aussi, le fait que en fait, ce mécanisme d'inactivation n'est pas complètement fiable, n'est peut-être pas le mot, parce qu'il y a peut-être un intérêt. En tout cas, il n'est pas complètement réalisé. Il y a, je vous avais dit, chez l'homme notamment, plus que chez la souris. Chez l'homme, il y a environ 15% de gènes qui échappent partiellement, ou même certains totalement, à l'inactivation du chromosome X dans les cellules somatiques d'une femme. Donc cela veut dire que pour ces gènes, l'expression génétique chez la femme est différente de l'expression génétique chez l'homme, puisqu'elle a un peu plus qu'un chromosome X actif pour ces gènes qui échappent à l'inactivation. Et l'autre idée possible, c'est un effet, je dirais, épigénétique, que la présence même de deux chromosomes X à l'intérieur du noyau de la cellule pourrait modifier, si vous voulez, l'équilibre des facteurs transcriptionnels, des facteurs chromatiniens, et changer de manière évidemment subtile l'expression génique. Et c'est... voilà. Donc, alors, juste pour rappeler aussi, donc ça c'est effectivement ce schéma qui vous montre qu'en principe, normalement, donc, quand on est XY, on a sur le Y
ce gène SRY qu'on appelle aussi TDF pour Testis Differentiation Factor, c'est-à-dire c'est le facteur qui est nécessaire pour la différenciation de gonades non différenciées vers le testicule. Mais quand SRY agit, il a deux effets. C'est qu'il fait différencier vers le testicule et notamment vers ces cellules de Leydig qui synthétisent la testostérone. Donc il va y avoir synthèse de testostérone qui est importante pour la détermination des caractères sexuels secondaires. D'autre part, vous avez un autre effet, c'est de faire synthétiser par les cellules de Sertoli une hormone peptidique qu'on appelle, elle a différents mots, en français on l'appelait, en tout cas dans le temps, l'hormone antimullérienne ou Mullerian Regression Factor. Les canaux de Muller, c'est ce qui embryologiquement va donner, va conduire à la différenciation des voies, des caractères sexuels féminins, notamment internes. Et ces canaux de Muller vont régresser pour empêcher effectivement cette différenciation vers un phénotype féminin sous l'influence de cette hormone antimullérienne. Alors que chez la femme, s'il n'y a pas de SRY, ou même chez l'homme qui aurait un SRY défectueux ou pas de SRY du tout, il y a effectivement évolution vers un sexe gonadique et un phénotype féminin. Donc, et on va voir effectivement quelques exemples de ce que ça pourrait jouer dans les oncles. Alors, je voudrais maintenant parler de biais de sexe dans les maladies auto-immunes, parce que les maladies auto-immunes sont des maladies où les biais de sexe sont souvent extrêmement importants. Alors, j'espère qu'il n'y a pas d'immunologiste dans la salle, en tout cas qui ne va pas me poser des questions, parce que je ne suis pas immunologiste, je suis généticien. L'immunologie est quelque chose de compliqué, donc j'aborde ces problèmes compliqués par effectivement ce biais un peu du généticien. Mais d'abord un peu d'épidémiologie. Ceci vous indique les biais dans les maladies auto-immunes et celles qui sont plus fréquentes chez les femmes. En haut, ceci, c'est les maladies où vous avez le plus extrême biais, c'est-à-dire que c'est vraiment les femmes qui sont de loin les plus atteintes, dans 90% des cas, ou 80% des cas. C'est le cas, par exemple, de cette maladie de Sjögren, la thyroïdite d'Hashimoto, ou une maladie dont je vais plus parler, le lupus systémique ou le lupus disséminé, où le ratio femmes-hommes est environ 8:1. Donc vous voyez, il y a 8 fois plus de femmes qui vont développer cette maladie que d'hommes. Donc c'est très important. C'est une maladie qui survient en général après la quarantaine, mais il y a des formes quand même plus précoces. Parmi celles que la polyarthrite rhumatoïde, ça doit être à peu près du 4:1. La sclérose en plaques, multiple sclérosis, c'est, je crois, à peu près du 3:1. Donc, vous voyez que c'est des biais qui sont importants. Alors, simplement, il y aura des conférences de 23 sur la sclérose systémique et le lupus par le professeur Alanor, et disons sur un aspect fonctionnel pour la sclérose en plaques, et je crois que ça sera effectivement tout. Alors effectivement, même souvent quand je parle à des collègues, ils disent bah oui, c'est bien connu, les femmes sont plus sensibles aux maladies auto-immunes. Ok. Sauf que, en fait, ce n'est pas vrai pour toutes les maladies auto-immunes. Et je dirais même pour les maladies auto-immunes, par exemple, qui vont être des maladies rhumatismales. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie fortement féminine,
la spondylarthrite ankylosante est une maladie fortement masculine. 3 à 1, mais cette fois-ci, 3 hommes pour une femme. Le diabète de type 1, qui est, je dirais, presque la première maladie auto-immune dont on a vraiment exploré les mécanismes d'auto-immunité, c'est entre 1,2 et 2, selon semble-t-il, les pays. Je ne sais pas s'il y a des biais de statistiques ou s'il y a des vraies différences de population, ça, je ne sais pas, mais enfin, c'est ce qu'on trouve. Et puis, il y en a, par exemple, le psoriasis, où il n'y a pas de différence, voilà, ou en tout cas, pas de différence significative. Donc, voilà, on ne peut pas dire que les femmes sont prédisposées à tous les types d'auto-immunité. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de maladies auto-immunes qui sont prédisposantes chez les femmes, qui sont plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes, mais il y a quand même des exceptions, je dirais, troublantes. Donc ça, c'est Et donc, on va se retrouver de nouveau avec savoir, est-ce que c'est l'effet des hormones, le fait d'avoir, par exemple, une exposition aux œstrogènes et à la progestérone, ou est-ce que la testostérone serait protectrice pour certaines de ces choses, ou le fait pour, par exemple, les maladies qui surviennent plus fréquemment après la ménopause, est-ce que c'est justement le fait de ne plus avoir de ces hormones qui est un facteur déclenchant. Les gènes liés au chromosome X, est-ce qu'ils jouent un rôle? Les autosomes et le rapport entre le fait qu'il y ait 2 chromosomes X ou un seul, etc. Tout ça, on va retrouver effectivement les mêmes questionnements. Alors, justement, donc, je vous dis, je ne suis pas spécialiste en immunologie, mais j'ai fait un peu de bibliographie. Et donc, quels sont les mécanismes possibles qui sont répertoriés dans les articles? Alors, il y a des données qui indiquent que les réponses immunitaires, à la fois cellulaires, c'est-à-dire cellules T, ou humorales, cellules B, sont en général plus fortes chez les femmes. Donc, une différence, disons, relativement large sur l'ensemble du système immunitaire, et que les hormones sexuelles, effectivement, notamment œstrogène ou testostérone, pourraient être impliquées, et ceci avec de nombreux travaux chez l'homme et dans des modèles animaux. Mais le rôle direct des chromosomes sexuels, donc je vous montrerai un article récent paru dans une excellente revue qui suggère sur un modèle souris, enfin sur même 2 modèles, deux modèles de pathologie auto-immune chez la souris, qu'il y aurait un rôle direct de ce qu'on appelle le sex chromosome complement, c'est-à-dire de faire d'avoir 2 X ou d'avoir un X et un Y indépendamment du sexe gonadique. Alors, comme vous savez, les mécanismes d'auto-immunité sont complexes, et notamment, il y a pour éviter l'auto-immunité, vous avez des mécanismes au niveau du thymus qui doivent reconnaître des cellules qui présentent des auto-antigènes et donc les éliminer pour éviter l'auto-immunité de celles qui pourraient reconnaître des antigènes étrangers. Et le fait que la femme soit mosaïque à cause de l'inactivation du X peut faire que ce mosaïcisme cellulaire peut, je vous donnerai un début d'explication, pourrait être impliqué dans des mécanismes de tolérance immunitaire au niveau thymique, de faire qu'effectivement ce mécanisme de tolérance ne fonctionne dans certains cas, liés à cette inactivation du X, moins bien. Un aspect aussi qui est évidemment uniquement chez la femme, mais en tout cas qui est suggéré dans certains papiers, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment des données disant qu'il est vraiment impliqué, c'est ce qu'on appelle le microchimérisme.
qui est le fait, en tout cas ça a pu être montré, que chez une femme qui a eu des enfants masculins, on peut trouver des traces de cellules venant de ce fœtus masculins qui sont restés, notamment dans la peau par exemple, et donc finalement c'est des cellules étrangères quand même, en partie. Et donc est-ce que c'est la présence de ces cellules étrangères pourrait activer des phénomènes d'auto-immunité? Voilà. Et d'autre part, ce qu'il y a d'intéressant, et je vais vous présenter effectivement un article là-dessus, c'est qu'il y a des modèles animaux de certaines de ces maladies auto-immunes qui reproduisent le biais de sexe. On a le même biais de sexe qui est observé chez l'homme, et donc on se dit que c'est des modèles qui sont pertinents pour pouvoir analyser ce type de phénomène. Alors donc, je vais vous donner un exemple sur une maladie qui est c'est pas la plus fréquente des maladies auto-immunes, mais c'est une maladie qui est particulièrement sévère et qui est quand même pas rarissime, qui est le lupus érythémateux. Alors, si vous voulez, les maladies auto-immunes, on peut les différencier de manière très grossière en deux types. Les maladies auto-immunes où vous avez une grande spécificité vers l'auto-immunité contre un type cellulaire ou contre un organe. Le diabète de type 1, c'est les cellules bêta des îlots de Langerhans qui sont les cibles de cette auto-immunité. Et puis, vous avez des maladies auto-immunes systémiques où vous avez des auto-anticorps qui correspondent à des antigènes, à des protéines qui sont très largement exprimées dans beaucoup de cellules. Et donc le résultat, c'est qu'il va y avoir des attaques de nombreux organes. Et donc c'est pour ça qu'on appelle systémique lupus érythémateux. Systémique, ça veut dire que ça n'est pas limité à un organe ou un type de cellule. Donc comme je l'avais dit, un rapport femme sur homme qui est d'environ 9 sur 1, mais avec des estimations qui vont entre 4 et 13. Donc vous voyez, c'est grande distribution des variations. Pour des raisons d'ailleurs dont je ne sais pas si on sait pourquoi, c'est une maladie qui est moins sévère mais plus fréquente chez les Européens que dans d'autres populations et qui peut atteindre le rein, la peau, le système nerveux, les articulations, etc. Donc c'est une maladie sévère. Alors, il y a d'une part des données épidémiologiques qui suggèrent que les hormones sexuelles sont impliquées ou ont une part importante de responsabilité dans cette différence de fréquence entre les sexes. Parmi ces données, donc, qui suggèrent un rôle, je dirais, notamment de haut niveau œstrogénique, c'est que le ratio femme sur homme est encore plus important avant la ménopause, donc à l'époque où il y a une synthèse d'œstrogène particulièrement active. Il y a des données donc, où on a mesuré les taux d'androgène et d'estrogène chez les patients et suggérant qu'il y avait une corrélation entre des hauts niveaux d'estrogène ou des bas niveaux d'androgène et le risque de développer un lupus. Et ensuite, il y a aussi des données épidémiologiques qui indiquent qu'il y a plus de lupus chez les femmes après la ménopause qui ont reçu un traitement de estrogen replacement therapy, ça se dit thérapeutique œstrogénique substitutive, voilà. Voilà. Alors, dans cet article, ils ont un modèle, c'est un croisement entre deux types de souris.
Les souris issues de ce croisement, entre des New Zealand Black et des New Zealand White, sont particulièrement sensibles au risque de développer une maladie de type lupus. Et il a été montré sur ce croisement, donc, que justement les androgènes avaient une capacité protectrice et les œstrogènes avaient une capacité à augmenter le risque de lupus. Donc des arguments suggérant ou indiquant que dans ce modèle souris de lupus, on a effectivement ces effets œstrogènes et androgènes. Eh bien, et d'autre part, ce qui rapporte, c'est qu'effectivement, on sait que dans les cellules immunitaires, c'est-à-dire les lymphocytes B, les lymphocytes T, les cellules dendritiques, il a été montré que les récepteurs œstrogènes et androgènes sont présents, donc qui sont susceptibles de médier l'effet de ces hormones, et ont des effets sur l'expression génétique. Et donc, quand c'est comme ça, la première question que vous allez vous demander, bon, la dia est un peu complexe, mais je vais résumer, c'est simplement quand vous avez, vous savez que vous avez un effet lié par des hormones telles que l'estrogène et l'androgène qui agissent de manière très majoritaire par le biais de leurs récepteurs, donc ce qu'on appelle les récepteurs nucléaires, soit aux androgènes, soit aux œstrogènes, eh bien, c'est de se poser la question quels sont les gènes qui sont effectivement induits par cette différence de sexe et qui sont candidats à être effectivement régulés par les hormones. Donc voilà, c'est un de ces papiers, c'est juste pour je ne pense pas qu'il soit particulièrement peut-être important pour ce qu'on met, il est paru dans une excellente revue, c'est simplement qu'il permet d'identifier toute une série de gènes dont certains, mais une minorité, seulement 10%, qui sont exprimés sur les chromosomes sexuels, mais les autres qui sont exprimés de manière différentielle entre les souris mâles et les souris femelles, ou plutôt entre les souris, les splénocytes, c'est-à-dire des souris impliquées effectivement dans la réponse immunitaire. Et il montre, au moins pour 5 de ces gènes, que effectivement ces gènes sont régulés soit par le stradiol, soit par la dihydrotestostérone, et qui sont exprimés dans les cellules présentatrices d'antigènes. Donc, si vous voulez, les conclusions de ce papier ou d'autres papiers de ce genre, c'est de pouvoir commencer à identifier des gènes qui sont différentiellement exprimés ici donc dans des cellules immunitaires entre l'homme et la femme, de montrer que certains de ces gènes sont régulés de manière différentielle par la testostérone ou par le stradiol, et donc de faire de ces gènes des candidats pour les mécanismes expliquant les biais de sexe dans les maladies. Donc ça, c'est un papier. Et maintenant, je reviens à un autre papier qui est paru dans le Journal of Experimental Medicine en 2008, qui est un des grands journaux dans le domaine de la médecine expérimentale, et qui reprend ce modèle des souris qu'a utilisé également Feistenstein, c'est-à-dire ces souris où on peut découpler le sexe gonadique de la présence de deux chromosomes X ou d'un seul chromosome X et d'un chromosome Y. Et en plus, pour pouvoir être aussi indépendant de l'effet des hormones, ils ont pris ce modèle de souris et
j'espère qu'il n'y a pas trop de défenseurs des souris, mais ils ont castré ces souris pour que ça soit aussi indépendant, parce qu'ils vont avoir des souris mâles qui sont XX ou XY, des souris femelles qui sont XX ou XY, et pour être indépendant de l'effet des hormones, ils castrent ces souris, soit ovariectomie, soit gonadectomie, pour être dans une situation où finalement, on va se dire qu'à peu près la seule différence entre les souris mâles, c'est le fait d'avoir 2X ou un X et un Y, ou pour les souris femelles, c'est d'avoir 2X ou un X et un Y. De cette manière, vous isolez, si vous voulez, à la fois du sexe gonadique et des hormones sexuelles. Donc, ils étudient 2 modèles expérimentaux de maladies auto-immunes. L'un, c'est ce qu'on appelle l'encéphalite expérimentale allergique, où en fait, en injectant à des souris, c'est quelque chose qui est bien connu, des extraits de protéines, des peptides extraits de protéines de la myéline, vous induisez effectivement une maladie auto-immune démyélinisante, qui est un modèle de sclérose en plaques. Et ils ont une souche de souris, et ça c'est important, on y reviendra, où effectivement, quand vous faites ce modèle 2AE, donc d'encéphalite auto-immune, eh bien, les femelles répondent plus fortement que les hommes, comme dans la sclérose multiple. Mais ce n'est pas vrai pour toutes les souches de souris. Donc là, ils vont travailler sur ces souris qu'on appelle SJL. Vous savez, chaque souche de souris a un nom de famille, disons. Et ils vont utiliser donc ce modèle. Et juste, alors ça c'est pour cette encéphalite allergique. Alors on peut soit la regarder directement chez les souris chez qui on a injecté ces extraits peptidiques de protéines de la myéline, soit, donc ça c'est ce qu'on appelle l'encéphalite active, active, où on peut faire ce qu'on appelle le modèle adoptif, où on a fait ça chez une souche de souris, on prend les lymphocytes de ces souris et on les transfère à des souris naïves, et ces souris naïves vont développer cette encéphalite qui indique que le mécanisme de cette encéphalite est lié à la réponse immunitaire présente, qui est induite dans ces lymphocytes. Donc là, il s'agit de l'EAE adoptive, où on compare, alors ici, c'est des femelles, puisque, alors là on voit, elles sont XX, mais il n'y a pas de SRY, et donc ça c'est, j'allais dire, des femelles normales, et ça c'est des femelles avec un chromosome Y, mais Y- pour dire qu'il n'y a pas de gène SRY. Et vous voyez la différence, celles qui ont 2X développent une maladie, ça c'est le score clinique, une maladie nettement plus sévère au cours du temps que celles qui n'ont un X. Ça c'est aussi la présence de cellules activées CD45. Vous voyez qu'il y a une différence très très importante entre des souris, celles qui sont dans des souris femelles sans XX par rapport à des souris femelles, mais avec un seul chromosome X et un chromosome Y. Donc ça, c'est l'adoptif. Et la même chose pour l'active. Donc ici, on est ici, on est chez des mâles, XX, SRY ou XY moins, mais où le SRY est sur un autosome. Donc à chaque fois, le SRY est sur un autosome pour rendre les choses vraiment les plus homogènes possibles, si vous voulez. Vous voyez la différence
entre celles qui ont 2X par rapport à celles qui ont un X. Donc ça, c'est chez les mâles. Et même différence, enfin, peut-être un peu moins forte, mais quand même, chez des souris femelles, donc XX ou XY, mais sans SRY. Comme dit, c'est des souris qui ont été soit castrées, soit ovariectomisées pour s'affranchir le plus possible aussi de l'effet d'une possible, je dirais, différence d'expression des hormones sexuelles dans ces deux modèles. Alors ça, c'était pour ce modèle de sclérose en plaques, disons. Juste une diapositive pour le modèle de lupus. Alors ça, c'est un modèle où on induit ce lupus de nouveau dans ces souris SJL par l'injection de composés chimiques, le Pristane. Et de nouveau, on fait la différence. Donc ça, c'est des mâles, puisqu'ils ont SRY. Ça, c'est des femelles, puisqu'elles n'ont pas SRY. Et à chaque fois, vous voyez, là, c'est le pourcent de survie. C'est une maladie qui est très sévère chez ces souris, donc elles vont décéder en raison de cette pathologie. Et donc ça, c'est la courbe de survie. Et vous voyez que les souris XX meurent beaucoup plus que les souris XY, que ce soit quand elles sont avec un phénotype mâle ou que ce soit quand elles sont avec un phénotype femelle. Donc c'est vraiment lié au complément chromosomique, mais pas seulement, parce que ça, c'est sur le modèle SJL, où dans ces souris, effectivement, quand on injecte du Pristane, on trouve cette différence de sexe liée dans ce modèle de lupus. Mais quand ils font la même expérience, non, ça je ne dois pas la voir, j'ai dû louper. Voilà, non, c'est ici. Ils indiquent que quand ils font les mêmes expériences, en fait c'est pour l'encéphalite allergique, effectivement, je crois qu'ils avaient fait, dans un modèle non plus de souris SGL, mais dans un modèle de souris de laboratoire qui sont d'ailleurs très très utilisés, les Black6, C57 Black6. Dans ce modèle-là, l'encéphalite allergique, avec le même protocole, il n'y a pas de différence mâle-femelle de sensibilité. Et donc, quand ils refont leur manip dans un modèle qui, déjà, de manière simple, ne montre pas de différence de sexe, ils ne retrouvent pas cette différence de sexe. Donc, si vous voulez, ça veut dire que cette différence de sexe dépend aussi du polymorphisme génétique chez la souris. Vous avez des souris qui, sur un certain fond génétique, vont développer une maladie avec biais de sexe, et sur un autre fond génétique, vont développer cette maladie sans biais de sexe. Donc ça vous montre qu'il y a une interaction, effectivement, entre le fait d'avoir deux chromosomes X ou un XY, mais selon le fond génétique aussi, il va s'exprimer plus ou moins. Donc ça vous montre un peu la complexité de ces effets. Donc ça, c'est de la souris. Mais la souris et l'homme, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors comment est-ce qu'on peut savoir s'il y a un effet aussi du fait d'avoir deux chromosomes X ou un chromosome X sur le risque de lupus, par exemple? Eh bien, il y a une maladie, ou en tout cas, peut-être pas tout à fait une maladie, mais une anomalie chromosomique qui est pas rarissime dans la population, qui est ce qu'on appelle le syndrome de Klinefelter. Le syndrome de Klinefelter, c'est dû, je dirais, comme la trisomie 21, à ce qu'on appelle une non-disjonction. Ça donne des hommes donc, qui ont deux chromosomes X et un chromosome Y. Ils ont donc 47 chromosomes, XXY, comme ils ont deux X, et bien qu'ils soient, puisqu'ils ont le chromosome Y, ils ont une différenciation
testiculaire par le gène SRY, il y a inactivation du chromosome X dans leurs cellules, puisqu'ils ont 2 chromosomes X. Donc c'est un syndrome qui a un phénotype d'hypogonadisme, en général de stérilité. Je crois qu'il y a très peu de Klinefelter qui ont des enfants. Et il y a aussi un phénotype comportemental et cognitif, mais qui est assez subtil, qui est ce n'est pas, par exemple, un retard mental. Alors, les gens sont, dans des études épidémiologiques, posé la question, finalement, les Klinefelter sont masculins, mais ils sont un peu hypogonadiques, donc ils ont quand même un peu moins de testostérone, probablement, que les... ils ont moins de testostérone, non, c'est connu que les hommes. Et d'ailleurs, c'est un des traitements que l'on peut faire aux gens avec du Klinefelter, c'est de leur faire des injections de testostérone. Mais ils se sont posés la question, est-ce que la fréquence du lupus chez Klinefelter, c'est celle des hommes ou celle des femmes? Et alors, c'est un peu évidemment difficile, parce que quand même, Klinefelter, ça ne court pas les rues. Le lupus n'est pas une maladie très fréquente, mais si vous voulez, ce qui sont observés, c'est que, alors que la fréquence du syndrome de Klinefelter est de 17 pour 10 000, donc 1,7 pour 1000 chez les garçons, ils ont pris une cohorte de 213 hommes avec un lupus. Donc, comme je dis, c'est assez rare, hein, le lupus chez les hommes. Et ils ont trouvé 1 sur 42 qui avait un syndrome de Klinefelter. Donc, ça suggérait, sur la base, qu'il y avait un risque multiplié par 14. Alors évidemment, l'intervalle de confiance est assez grand, hein, puisqu'ils ont trouvé que 5 patients avec Klinefelter, donc vous vous rendez compte que la statistique est quand même sujette à caution, mais elle est, semble-t-il, significative, même si le 14 fois n'est peut-être pas effectivement très, très, très fort, que finalement, les patients Klinefelter, sur ces données épidémiologiques, auraient plutôt le risque de femmes que le risque d'hommes. Alors maintenant, comme c'est des données, disons, ce qui est certain, c'est qu'ils ont un risque augmenté. Est-ce qu'il est aussi augmenté qu'entre femmes et hommes normal? C'est peut-être évidemment là difficile, mais c'est un argument en tout cas pour dire que dans le lupus, il n'y a peut-être pas que les œstrogènes, et que chez l'homme en tout cas, et que le complément sexuel peut jouer. Alors, cette dia est un petit peu compliquée, mais elle suggère quelles pourraient être des raisons liées, par exemple, à l'inactivation du chromosome X et qui pourraient expliquer une plus grande fréquence de maladies auto-immunes. Donc, je vous avais dit, la femme est mosaïque. Donc, elle va exprimer sur ces thymocytes qui sont impliqués dans les mécanismes de tolérisation au niveau du thymus. Vous avez certains thymocytes qui vont exprimer des antigènes provenant pour des gènes codés sur le chromosome X, soit du X paternel,
soit du X maternel. Et si, par hasard, il y a des différences, comme il y a des polymorphismes dans les gènes, que la copie paternelle n'est pas exactement la même que la copie maternelle, il peut y avoir des épitopes, des motifs antigéniques qui sont présents sur l'un et sur l'autre. Et je vous avais dit qu'en principe, l'inactivation est au hasard, et donc il doit y avoir des thymocytes qui expriment l'X paternel, des thymocytes qui expriment l'X maternel. Mais je vous avais dit qu'il y a quand même les biais d'inactivation sont, y compris chez des femmes normales, sont assez fréquents. Et donc, vous pouvez avoir des situations hypothétiques où vous avez eu un biais d'inactivation qui ne va présenter, qui va faire que seulement l'antigène provenant du X paternel ou l'antigène provenant du X maternel vont être exprimés. Et ça de manière d'autant plus si par hasard il y a des phénomènes d'empreinte parentale qui favorisent l'expression plutôt du X paternel ou du X maternel. Et donc, si vous avez un tel biais, vous avez peut-être, lors de cette période de tolérisation, pas exprimé, par exemple, l'antigène qui est codé par l'X paternel, et donc il n'y aura pas eu d'élétion des cellules autoréactives, et vous pourrez avoir une auto-immunité sur ces sur cet antigène qui n'a pas été présenté. Donc ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, effectivement, c'est que des gènes qui sont importants pour la régulation de cette auto-immunité, et il y en a sur le chromosome X, soient réactivés ou soient échappent à l'inactivation, et donc là aussi modifie cet équilibre subtil qui empêche l'auto-immunité. Donc, si vous voulez, c'est deux. Mais notamment cette histoire de biais d'inactivation. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte ça ? C'est parce qu'il y a toute une série d'articles qui ont été publiés par un collègue de Turquie, M. Öçelik, qui a, de manière assez systématique, regardé est-ce que chez les femmes atteintes de certaines de ces maladies auto-immunes où il y a un biais de sexe, tel que la scléodermie. La scléodermie, c'est, je crois, un biais de sexe de 8 ou 9 contre 1, donc c'est une des maladies où il y a un biais de sexe particulièrement important. Est-ce qu'on observe dans les globules blancs, dans les leucocytes de ces patientes, un biais d'inactivation plus fréquent ou plus important que dans les femmes normales. Et là, c'est les résultats qu'il a publiés. Alors qu'il y a, si vous voulez, des techniques qui permettent de différencier de manière très, très simple, s'il y a qui sont intéressés, je pourrais le dire après le cours, mais de manière très simple, de savoir est-ce que les deux chromosomes X sont inactivés en proportion égale, ou est-ce qu'il y a un chromosome X qui est inactivé à 90% et l'autre qui n'est inactivé qu'à 10%, par exemple. Paternel ou maternel. Et donc, ce qu'ils disent, c'est qu'ils définissent une inactivation biaisée de deux manières. Il y a soit l'inactivation biaisée, je crois que c'est 80% contre 20%, ou une inactivation biaisée extrême, c'est 90% contre 10%. Eh bien, à chaque fois, ils trouvent une différence. Donc, une inactivation biaisée, ils trouvent chez 64% des patients et seulement 8% des contrôles. Et le extreme skewing, c'est donc l'inactivation extrême, elle est présente chez 49% des patients et seulement 2,4% des contrôles, et donc à chaque fois avec des valeurs de P extrêmement significatives, puisque c'est P 10-4, donc c'est, je dirais grossièrement, une chance sur 10 000 d'observer ça par hasard. Par contre, je vous avais parlé de cette hypothèse de microchimérisme, ils ont aussi recherché
comment est-ce qu'on recherche le microchimérisme? Chez les femmes qui ont eu des garçons, on regarde, est-ce qu'on trouve des cellules, enfin, est-ce qu'on trouve des traces de chromosomes Y? S'il y a des traces de chromosomes Y, par exemple dans la peau, ou etc., c'est qu'il y a quelques cellules provenant de ce fœtus mâle qui sont restées. Et là, en fait, ils ne trouvent pas de différence, donc ils disent que le microchimérisme est exclu. Et donc, ils en concluent, dans ce papier, qu'il y a l'inactivation, un biais d'inactivation pourrait jouer un rôle dans le scléroderma. Et le même groupe a montré la même chose pour la thyroïdite d'Hashimoto, donc celle où il y a un rapport de 10 à 1, c'était celle qui était sur le haut de ma liste des biais. Il montre aussi un biais sur un plus petit groupe de patients pour la polyarthrite rhumatoïde. Il montre la même chose pour l'arthrite juvénile. Donc vous avez à chaque fois les résultats. Par contre, ils ont quand même quelques... Alors on pourrait se dire, mais ils trouvent toujours, ils ont quelques résultats négatifs dans d'autres maladies. Alors, moi, c'est en science, il faut toujours être quand même un peu sceptique. Et donc, moi, ce qui me... pas gêné, mais je me demandais, d'accord, ce groupe qui a l'air sérieux et qui publie dans des bons journaux décrit ça, mais est-ce que ça a été confirmé? Et effectivement, il y a pas beaucoup. Alors ça, c'est, je veux dire, une difficulté de la science actuelle, c'est que, à moins que vous ayez des raisons d'aller plus loin dans un domaine, et que pour cela, vous avez besoin de vérifier d'abord que ce qui a été publié est vrai, souvent, ça va être difficile d'obtenir des financements si vous dites, voilà, je veux simplement vérifier que ce qui a été publié par monsieur Machin est vrai. Personne ne va vous financer pour ça, parce que c'est pas innovant, c'est pas... mais donc, j'ai trouvé d'une très bonne université, l'université de Nimègue, un article très, très récent qui est de nouveau sur la sclérose systémique et qui montre effectivement, alors là, aussi avec un P de 10-3, qui a une plus grande fréquence de biais d'inactivation chez les patients avec sclérose systémique, donc, que chez les contrôles. Alors, ils ont essayé de voir après, est-ce que, vous savez qu'on peut séparer différents types de cellules immunitaires en fonction des antigènes de surface qu'elles expriment. Ils ont essayé de savoir, est-ce qu'il y avait une différence qui était est-ce que c'était spécifique pour un certain type cellulaire et pas d'autres. Ils n'ont pas trouvé de différence en fonction du type cellulaire. Et par contre, ce qu'ils ont pu montrer, c'est qu'ils pouvaient en tout cas voir chez les patients qui avaient un biais d'inactivation très forte, ils trouvaient plus de cellules qui avaient une anomalie, ou en tout cas une baisse d'expression d'un gène régulateur, un gène régulateur transcriptionnel important qui s'appelle FOXP3. Donc voilà, ce qu'il disait, c'est que effectivement, le biais d'inactivation, donc d'une part, chose importante, il confirme, si vous voulez, les données de Okshelic, le fait qu'il existe effectivement plus fréquemment un biais d'inactivation dans cette maladie que dans la population contrôle, et il commence à indiquer, disons, des mécanismes moléculaires possibles. Donc ça, c'était un exemple expérimental. Alors maintenant, comme vous le savez, en tout cas, c'est des choses que j'avais fait dans les cours il y a 2 ans. Il y a à l'heure actuelle une stratégie extrêmement puissante et qui est utilisée, je dirais, pour toutes les pathologies, pour essayer d'identifier des variants génétiques qui prédisposent au risque de telle ou telle maladie. Et toutes les maladies sont passées à la moulinette, ou même
des choses qui ne sont pas des maladies, la taille, le tour de taille, tout ça, c'est passé à la moulinette de cette étude en Genome Wide Association Study, qui a pour but d'essayer de trouver donc des polymorphismes, des variants présents dans la population et qui pourraient prédisposer ou moduler le risque à telle ou telle maladie, ou par exemple jouer un rôle dans le fait que des personnes sont grandes et d'autres petites, etc. Et ce qui m'étonnait un peu par rapport à la question que je me posais, c'est que pratiquement jamais ils ne font, y compris dans des maladies où il y a des biais de sexe, ils ne font d'analyse en fonction du sexe des patients. Pour voir est-ce qu'il y a des biais de sexe qui sont liés ou qui font ressortir certains polymorphismes prédisposants pourraient être actifs uniquement chez la femme ou uniquement chez l'homme et avec un biais de sexe. Alors, je n'ai trouvé qu'un article très, très récent. Je pense d'ailleurs eux-mêmes disent que c'est la première fois qu'on fait ce type d'étude. C'est de regarder, en prenant des données déjà publiées de Genome Wide Association Study, de regarder de manière systématique. Alors, ils ont développé les outils statistiques pour faire ça, pour voir est-ce qu'il y a des différences de sexe entre les risques de maladies et les variants, disons les variants à risque de maladies qui ont été identifiés dans ces Genome Wide Study. Donc, ils ont repris, il y avait des papiers fondateurs dans ces Genome Wide Association Study, c'est cet article paru dans Nature en 2007, je crois, et qui était vraiment le premier grand article faisant du Genome Wide Association Study sur 7 maladies différentes, à chaque fois 2000 patients, 3000 contrôles. Et ils ont repris donc ces données, donc les maladies, c'était la maladie coronarienne, la maladie de Crohn, l'hypertension, la polyarthrite rhumatoïde, le diabète de type 1, le diabète de type 2 et dépression bipolaire. Ils ont regardé, est-ce que si on différencie par sexe, est-ce qu'on va trouver des choses qu'on n'a pas trouvées quand on faisait l'analyse générale indépendante du sexe? Et effectivement, ils ne trouvent que à 3 loci des indications relativement, disons, dont ils disent qu'elles sont statistiquement tout à fait significatives, d'effets dépendant du sexe. Vous voyez par exemple, c'est un polymorphisme pour la maladie coronarienne qui semble ne pas avoir d'effet. Donc, quand on dit p-value, c'est est-ce qu'il y a une différence entre les contrôles et les patients? Là, c'est pas significatif. Et donc, ça veut dire que ce variant n'a pas d'effet chez les femmes, alors qu'il y a une significativité à 10 puissance moins 8 chez les hommes. Et effectivement, ça, c'est le calcul de odds ratio. En fait, il semble qu'il pourrait y avoir un petit effet de ce polymorphisme chez les femmes, mais il n'est pas suffisant pour permettre d'être significatif, alors qu'il est plus important chez les hommes. Pardon, on passe de 1,16 à 1,38. Et pour la maladie de Crohn, il trouve l'effet inverse, c'est-à-dire 2 variants qui semblent avoir un effet avec des... Là c'est même beaucoup plus significatif, des valeurs de significativité statistique de P 10-13 ou 10-12. Donc là, on est vraiment sûr de cet effet, alors que, vous voyez, il y a une suggestion d'effet, mais ça n'a pas ce qu'on appelle une significativité statistique genome-wide, en tout cas, avec donc un effet qui est OR, c'est odds ratio, donc c'est l'estimation du risque, qui est nettement plus important chez la femme, qui reste présent chez l'homme, mais probablement insuffisant pour pouvoir entraîner une significativité statistique.
Donc, si vous voulez, voilà un premier type d'analyse dont je pense qu'il faudrait vraiment le faire de manière plus systématique pour essayer de voir est-ce qu'on peut détecter par ces analyses Genome-Wide Association Study qui sont faites, je dirais, d'une manière, si vous regardez une revue comme Nature Genetics, les 4/5 des papiers qui sont publiés là-dedans sont des Genome-Wide Association Studies pour différentes maladies.